Nouvelle édition sur Eden TV, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Le sommaire, Conseil des ministres ce jeudi au Palais de la Marina. Au cours de cette rencontre, plusieurs dossiers ont été étudiés. Les détails dans un instant. En République démocratique du Congo, le dialogue national a démarré ce jeudi 1er septembre à Kinshasa. Les précisions dans cette édition. Hors du continent, plusieurs chefs d'État se rendent en Chine pour participer au rassemblement des chefs d'État et de gouvernement du G20 prévu pour ce week-end. C'est tout pour les principaux titres. Bienvenue si vous nous rejoignez. Direction le Palais de la Marina pour faire le point du Conseil des ministres de ce jeudi. Les membres du gouvernement présents du chef de l'État ont étudié les différentes communications inscrites à l'ordre du jour. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette rencontre. Voici un extrait du point de presse du secrétaire général de la présidence, Pascal Irénée Koupaki. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales a soumis au Conseil qui l'a approuvé un projet de décret portant actualisation du décret créant la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective, gouvernement, centrale et confédération syndicale. L'opération Pangea 9 est une initiative de l'Organisation internationale de police criminelle, OIPC Interpol, qui vise d'une part à sensibiliser les populations aux effets nuisibles de la consommation des médicaments vendus en dehors du circuit réglementaire. D'autre part, à démanteler les réseaux de trafiquants de faux médicaments et à engager les poursuites judiciaires contre les personnes impliquées. Et enfin, à intercepter, saisir et détruire les stocks de médicaments provenant du commerce ou du trafic illicite de médicaments. Le Conseil a autorisé l'organisation dans notre pays de l'opération Pangea 9 qui mobilisera 5 départements ministériels. Le Conseil a instruit le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'effet de mettre en route dès la semaine prochaine les équipes devant couvrir la zone Amérique et la zone Asie. Notre pays fait face actuellement à une épidémie de choléra dans 3 de nos départements. Le Conseil a entendu une communication du ministre de la Santé sur les dispositions prises pour gérer les 129 cas recensés actuellement, assurer leur prise en charge gratuite, enrayer la propagation et maîtriser la situation. Le Conseil a instruit le ministre de la Santé au fin d'assurer le renforcement de la surveillance épidémiologique et protéger les populations non touchées. Le ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale a rendu compte au Conseil de la situation créée par 2 agents des forces armées béninoises qui ont été prises en flagrant délit d'extorsion de fonds sur des étrangers sous la menace de leurs armes. Après examen de ces faits d'une gravité exceptionnelle, le Conseil, soucieux de la protection des populations civiles, y compris des communautés étrangères chez nous, a donné les 4 instructions suivantes. Premièrement, le ministre délégué en charge de la Défense nationale a été instruit à l'effet de faire prendre à l'encontre des intéressés les mesures administratives et les sanctions disciplinaires à la mesure de la gravité des actes posés. Il s'agit dans ce cas de la radiation des 10 agents.
D'un point de presse à un autre, les forces de sécurité publique étaient face aux hommes des médias à la préfecture de Cotonou ce jeudi. À l'ordre du jour, le bilan partiel des réformes enclenchées pour sécuriser la ville de Cotonou et les mesures sécuritaires en cours pour mieux contrer les velléités des malfrats. Présents à ce point de presse, les gradés de la police nationale, les responsables de la compagnie de gendarmerie du littoral, le compte rendu avec Mori Anou Agua et Fréjus Fiossi. Ce point de presse consacré au bilan partiel des réformes sécuritaires entreprises depuis la prise de fonction du préfet du littoral s'est penché sur plusieurs points dont la réglementation des heures de circulation des gros camions dans la ville de Cotonou, la situation des supermarchés sur le plan sécuritaire. Le commandant de gendarmerie de la brigade de compagnie de Cotonou explique le fondement de l'arrêté interdisant la mobilité des deux roues dans la zone commerciale de Cotonou. Nous avons d'abord étudié la menace. Et après cette étude de la menace, nous avons aussi étudié les vecteurs qu'empruntent ces hors-la-loi pour venir dans la zone commerciale. C'est après cette étude que nous avons suggéré à Monsieur le Préfet de prendre un arrêté pour qu'on puisse contrôler les entrées et les sorties dans la zone commerciale. Pour le porte-parole du commissariat central de Cotonou, cet arrêté a porté ses fruits. Depuis le 17 juillet passé, date de la mise en vigueur de cette opération, les divorcés sociaux ont déserté les lieux pour orienter leur velléité ailleurs. C'est pourquoi l'opération Mamba est fortement outillée et les dispositions idoines et appropriées en moyens logistiques sont prises pour une sécurisation totale et globale du département. D'ailleurs, le plan de bouclage de la ville de Cotonou est actualisé et le comité départemental de sécurité s'est penché sur les tenants et les aboutissants de cette réglementation. Le directeur départemental de la police nationale de l'Atlantique et du littoral par intérim invite la population à considérer le maintien de l'ordre comme une science. Par conséquent, comme toute science, il doit évoluer par erreur corrigée. Donc, chemin faisant, nous allons corriger les différentes erreurs qui vont se présenter à nous. L'ordre public, c'est aussi la recherche d'équilibre entre le désordre tolérable et l'ordre indispensable. Le secrétaire général de la préfecture du littoral a quant à lui évoqué les mesures sécuritaires à prendre désormais par les supermarchés de Cotonou. Il a été décidé qu'au niveau des supermarchés, qu'on ait des postes de gardiennage et que les supermarchés soient munis de systèmes de vidéosurveillance. Un comité a été mis en place et ce comité travaillera avec le directeur de la police nationale pour voir les mesures à prendre. Le maintien de l'ordre concerne aussi la salubrité et à cet effet, les chefs de quartier et d'arrondissement sont appelés à jouer leur partition lors de la deuxième édition de la campagne de salubrité prévue pour le 3 septembre. Culture dans cette édition, ils sont plusieurs cinéastes béninois investis villes et villages du Bénin. Ces acteurs culturels se proposent d'offrir du cinéma aux populations. À travers les différentes projections, ils comptent corriger au détour du 7e art les comportements indécents et autres maux qui minent la société. Reportage. Le cinéma procure des sensations fortes, de la bonne humeur, éduque et sensibilise les citoyens. Quoique peu développé, le cinéma béninois s'inscrit dans cette dynamique de sensibilisation et de transmission des valeurs et vertus. Pour ceux qui ont été à l'école du cinéma, ils doivent savoir que l'une des fonctions essentielles du 7e art, c'est la fonction didactique. Donc, quand on dit la fonction didactique, c'est l'enseignement, vous comprenez. Donc, c'est clair que lorsqu'on regarde des images passées et qu'on écoute du son, on en tire forcément quelque chose. Et si vous n'avez pas été à l'école d'une affaire, d'une chose, et vous regardez un film sur cette chose-là, c'est sûr que vous êtes sensibilisé à la chose. Le cinéma est l'art par excellence qui éduque, à côté du théâtre, bien évidemment. Le cinéma béninois n'est pas développé. Les salles sont fermées.
et les gens ne vont plus voir du cinéma même si vous sortez ça en salle. Donc ça a été un challenge pour moi en tant que cinéaste de me dire comment donc je peux sortir un film et les gens ne vont pas voir. Vendre les CD dans la rue n'est pas le premier moyen de rentabiliser son film. Ça c'est clair. Si ce n'est que ça, on ne peut pas continuer à faire des films. Vous savez, le film est cher. Alors il était important pour moi de sensibiliser les gens à retourner en salle. Et pour les sensibiliser, il faut commencer d'abord à leur donner, comme à l'école primaire, à donner à la population ce que la population doit consommer. Pour ce faire, il convient de porter, de ramener le cinéma dans la cité. Encore mieux, de proposer le cinéma aux Béninois dans les différentes contrées du Bénin. L'objectif n'est pas la vulgarisation du cinéma, mais plutôt l'éducation des mœurs, la promotion des principes éthiques et civiques. Il y a plein d'éducation à donner. La corruption est là, l'impolitesse existe, la pauvreté est là. Et tous ces mots, M-A-U-X, influencent négativement le développement de notre nation. Et il faut forcément sensibiliser les gens. Et le média qui réunit plus de monde, c'est le cinéma, à part la télévision. Mais tout le monde n'a pas la télévision. Imaginez-vous que nous allons dans les localités où il n'y a même pas le courant. C'est-à-dire il n'y a même pas de télévision. Et nous installons notre groupe électrogène, nous installons notre écran et les gens viennent à l'espace d'une soirée regarder un film. Même si c'est en français, les gens comprennent. Et on a eu une énorme satisfaction lorsqu'à la fin de la projection, les gens commencent à nous dire « mais revenez, vous revenez quand ?» Ainsi, pendant 2 semaines, le cinéma béninois viendra-t-il en renfort à l'école, aux formations, aux séances de sensibilisation pour dénoncer les maux tels le trafic des enfants et le mariage forcé. Les violences post-électorales au Gabon ne discontinuent pas. Le président gabonais Ali Bongo a réprimandé jeudi l'opposition qui conteste sa réélection. La proclamation des résultats annoncés mercredi en fin de journée par la commission électorale a été suivie dans la nuit de meutes meurtrières et de pillages à Libreville et dans d'autres villes du pays. Dans la capitale notamment, le Parlement a été incendié par des manifestants. Le ministre de l'Intérieur, quant à lui, a annoncé 1 millier d'interpellations après les affrontements. Les forces de sécurité ont pris d'assaut le quartier général de Champig. La situation au Gabon préoccupe la communauté internationale qui appelle au calme. Je vous propose de suivre les propos du président Ali Bongo et du ministre de l'Intérieur. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction, la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un parlement et de la télévision nationale. Au nombre des interpellations sur Libreville, nous sommes entre 600 et 800 pour Libreville et autour de 200 à 300 pour l'intérieur du pays. Le dialogue national en République démocratique du Congo a démarré ce jeudi 1er septembre à Kinshasa. L'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, facilitateur désigné de l'Union africaine pour ce dialogue, a ouvert ses assises en présence des représentants de la majorité, de ceux d'une partie de l'opposition ainsi que de la société civile. Reportage. Dialogue national en République démocratique du Congo, Edem Kodjo, facilitateur nommé par l'Union africaine, a pu convaincre une partie de la classe politique congolaise. Ce jeudi 1er septembre, les travaux préparatifs de l'organisation des prochaines élections dans le pays sont lancés. Dans ses propos, le facilitateur revient sur la nécessité d'unir les fils et filles de la RDC pour une élection calme 4 mois avant la fin du mandat de Joseph Kabila, actuel président du pays. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la dernière étape, l'étape cruciale de notre entreprise, et nous travaillons toujours d'arrache-pied pour conduire ce processus à bon port. Depuis janvier, quand nous avons été désignés par Mme Zuma, nous n'avons pas lésé sur les efforts. Pour le chef de la délégation de l'opposition représentée, ces assises sont cruciales pour apaiser les tensions en RDC, même si l'opposant historique Tshisekedi boude ce forum et conditionne sa participation à plusieurs préalables. Nous sommes ici pour appliquer la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a fait
mention du respect strict de notre Constitution, qui a souligné de la manière la plus claire que nous devons discuter ici et maintenant de l'organisation des élections pour l'alternance démocratique sans casse, de façon apaisée dans notre pays. Le secrétaire général du parti au pouvoir, quant à lui, salue l'initiative du dialogue national qui répond selon lui à plusieurs besoins. L'élection aujourd'hui en Afrique n'est pas nécessairement la solution idoine qu'on recherche ailleurs. Parfois, l'élection peut être l'occasion d'une situation de friction et de fissures dans les tissus sociaux, dans la cohésion nationale. Et donc, préparons mieux l'élection afin qu'elle participe à faire une embellie qui continue, plutôt que de faire en sorte que l'élection soit une occasion de chute ou de retour en arrière par rapport à énormément d'acquis que nous avons, notamment la paix. La réussite et l'application des recommandations qui seront issues de ces travaux pourront éventuellement sortir la République démocratique du Congo de l'impasse politique. Le président guinéen Alpha Condé a reçu jeudi le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Tous deux se sont dit engagés à favoriser des échanges réguliers 2 semaines après une manifestation d'opposants suivie de violences meurtrières. Reportage. Le rassemblement de centaines de milliers de partisans de l'opposition le 17 août dernier, réclamant la démission du président guinéen Alpha Condé, a porté ses fruits. Ce jeudi 1er septembre, le chef de l'État a reçu le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. On n'a pas demandé, mais c'est moi qui ai dit qu'en tant que chef de l'opposition, il faut qu'on installe effectivement dans ce rôle de chef de l'opposition, tel que la loi, qui n'a pas été votée par moi, mais par le Parlement. Et je fais remarquer que la loi a été votée à l'unanimité de l'opposition de la mouvance. Donc c'est pas moi je n'ai eu que l'idée, mais le texte a été voté par le Parlement. Donc l'installer dans son rôle de chef de file. Il a été ministre, Premier ministre, donc il a géré. Il a une certaine expérience de la vie économique de ce pays. Donc c'est toujours intéressant qu'on échange. Et même quand je dois voyager, l'écouter aussi pour voir qu'est-ce qu'ils font des relations avec tel pays. Une occasion que le chef de file de l'opposition a saisie pour évoquer les questions économiques, politiques et sociales. Par rapport à la situation économique, nous avons noté les conditions difficiles de vie des citoyens. Il m'a fait part des mesures qu'il envisage pour améliorer les conditions de vie des Guinéens, notamment la réduction de la TVA sur les denrées de première nécessité et l'engagement des projets d'infrastructure pour booster un peu la croissance. Nous avons décidé de multiplier les rencontres entre le chef de file de l'opposition que je suis et le président de la République qu'il est. Nous avons beaucoup échangé sur d'autres aspects de la vie politique nationale et internationale et nous avons très souvent réussi à aplanir nos divergences. Aplanir les divergences politiques entre les deux ténors et améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens guinéens sont les engagements pris par le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, porte-parole de l'opposition. Direction la Tunisie, un accident de route a lieu ce mercredi dans une ville dans ce pays. Au moins 16 personnes ont péri et plusieurs blessés. Mercredi à l'aube, dans un incident d'une rare gravité impliquant un poids lourd, un bus de transport public et plus d'une dizaine de véhicules près de Kasserine. Reportage. Accident de circulation ce mercredi 31 août en Tunisie, dans la localité de Kamouda. Au moins 16 personnes sont mortes et 85 autres blessées dans la collision bus-poids lourd. Parmi les personnes décédées figure le conducteur du camion dont les freins ont cédé selon les premiers éléments de l'enquête. Dans un premier temps, le camion est entré en collision avec un bus de la Société régionale de transport de Kasserine, ce qui a provoqué son renversement du côté droit du passage où se trouve un espace qui abrite malheureusement chaque mercredi le marché hebdomadaire de Amouda. Le camion a continué sa trajectoire et a percuté 2 voitures dans un deuxième temps qui étaient à l'arrêt sur le bas-côté. Cela a provoqué le renversement du camion. Les 2 voitures ont percuté une ligne de haute tension qui a provoqué un incendie.
Depuis le début de l'année 2016, 528 personnes ont péri dans les accidents de circulation, soit une hausse de la mortalité de 9,1% par rapport à la même période de 2015 dans un pays de 11 millions d'habitants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Tunisie apparaît comme le deuxième pays d'Afrique du Nord touché par la mortalité routière. Au Caire, des cyclistes profitent de la fluidité et de la circulation du week-end pour faire des exercices physiques. Pour y arriver, Ahmed, un jeune sportif, arrête de la voiture pour faire passer des milliers de coureurs. Tous les vendredis matins dans la capitale égyptienne, joggers et cyclistes envahissent les rues quasi désertes de la mégalopole, connue pour ses embouteillages monstrueux. Reportage. Chaque vendredi matin, des milliers de coureurs se rassemblent au Caire, malgré la chaleur et les bouchons qui engorgent les rues. Au programme, 4 km de footing dans la ville la plus peuplée d'Afrique. Dans n'importe quel autre pays, les routes sont fermées pour les marathons, mais pas ici. Alors nous venons ici chaque vendredi à 7 h du matin, car la circulation n'est pas encore trop dense. La circulation, c'est ce qui nous inquiète le plus. Le Caire est magnifique, mais c'est beaucoup plus agréable le matin. Après ça, la circulation est horrible, surtout vers 16 h. En Égypte, le sport est surtout pratiqué dans des clubs fréquentés par les élites. Mais depuis peu, des coureurs de toutes origines organisent des joggings collectifs dans la capitale grâce aux réseaux sociaux. Fondée en 2012, l'organisation des coureurs du Caire attire entre 2000 et 3000 personnes chaque semaine. Et les cyclistes font aussi leur apparition. On nous a harcelés, ridiculisés, les hommes comme les femmes. Les gens nous répétaient que ce n'est pas un endroit pour rouler en vélo, que les routes sont déjà assez encombrées. Ça me mettait mal à l'aise, mais j'ai ignoré leurs commentaires. Et maintenant, des gens nous disent qu'ils aimeraient eux aussi rouler à vélo. Le président Abdel Fattah al-Sisi a même appelé les Égyptiens à troquer leurs voitures pour des vélos. Mais les routes dangereuses et l'absence de pistes cyclables découragent beaucoup de monde. C'est assez difficile et dangereux. J'ai déjà eu 2 accidents à vélo, j'ai été percutée par 2 voitures et je suis tombée d'un pont. Il y a eu beaucoup d'incidents, mais je n'abandonnerai pas. Plus de 3 millions de véhicules sont enregistrés au Caire et dans la province voisine de Gizeh. Mais rien ne semble décourager les cyclistes et les piétons. Dernière information avant de boucler ce journal, la Chine accueille du 4 au 5 septembre le rassemblement des chefs d'État et de gouvernement du G20 lors d'un sommet à Hangzhou. Plusieurs chefs d'État ont déjà foulé le sol chinois. Il s'agit notamment du nouveau président brésilien Michel Temer, de l'Argentin Mauricio Macri et du Tchadien Idriss Déby Itno. Ce sommet est la 11e édition du G20, un groupe qui réunit les principales économies avancées et émergentes du monde. Le thème choisi pour l'édition 2016 est « Vers une économie mondiale novatrice, revigorée, interconnectée et inclusive ». C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez consulter notre site internet www.benin-eden.tv pour vous informer.